Qu'est-ce qui explique l'apparition dans les pays occidentaux d'une lassitude, voire d'une indignation, vis-à-vis de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle? C'est à cette question, et bien d'autres, auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Denis Monneuse, responsable adjoint de la chaire Diversité et Inclusion de l'EDEC Business School. Bonjour Denis. Bonjour. Première question, qu'est-ce que la fatigue de genre et comment se matérialise-t-elle en entreprise? La fatigue de genre, c'est une expression qui vient de l'anglais gender fatigue. Cette expression, elle a été popularisée par une chercheuse allemande en 2009 qui s'appelle Elisabeth Kielland. Ça désigne la lassitude, l'exaspération, voire l'indignation de salariés par rapport au sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour le dire vite, en fait, c'est l'idée qu'on en ferait trop pour les femmes, qu'il y aurait trop d'actions, trop de discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Et c'est quoi l'origine de cette fatigue? Alors, j'ai noté 6 grandes causes de cette fatigue. La première, c'est l'impression d'un matraquage médiatique. C'est qu'en fait, c'est les personnes qui ont cette fatigue de genre ont l'impression qu'on en parle trop, notamment depuis MeToo. Ils ont l'impression que ce soit dans les médias ou dans les entreprises, on parle trop de ces sujets de diversité, d'inclusion et d'égalité entre les femmes et les hommes. Une deuxième cause, c'est le mythe de l'égalité atteinte. C'est-à-dire que comme les discriminations aujourd'hui sont beaucoup plus subtiles, invisibles, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'inégalité. Et donc pour eux, le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a plus lieu d'être. Une troisième cause, ça va être les gens qui vont relativiser ces discriminations ou ces inégalités en disant qu'il y a pire ailleurs. Par exemple, ils vont dire la situation des femmes dans les pays occidentaux, elle est largement meilleure qu'en Iran ou peut-être en Afrique, ou qui vont dire qu'il y a d'autres sujets qui sont plus importants dans l'entreprise. Une quatrième cause que j'ai pu observer sont des personnes qui vont justifier les inégalités en disant finalement c'est normal qu'il y ait parfois des écarts de salaire entre les femmes et les hommes ou que les femmes aient moins de promotion que les hommes vers la tête de l'entreprise parce que les femmes ont tendance à moins travailler que les hommes en termes de temps de travail par exemple. Ou alors ils vont avoir l'impression que les femmes sont plus centrées sur leur vie personnelle, éventuellement leur vie familiale, et que les hommes sont plus ambitieux, donc ils vont justifier ces inégalités. La cinquième cause que j'ai observée, c'est un sentiment d'injustice qu'on va retrouver chez les hommes, notamment par rapport à des discriminations inversées, ce qu'on appelle parfois la discrimination positive. Ils ont l'impression qu'il y a un certain nombre de postes qui sont réservés pour les femmes, sans que ce soit dit dans l'entreprise. Et ils ont l'impression qu'on parle souvent des inégalités quand elles touchent les femmes, mais pas de celles qui pourraient toucher les hommes. Et puis le dernier point, qui est un point important, c'est le fait que cette contestation, cette fatigue, elle est indicible dans l'entreprise. Au sens où les gens qui m'en parlent lors de mes entretiens de recherche disent que c'est pas possible d'en parler ouvertement dans l'entreprise car sinon ils pourraient être vus comme des gens qui seraient machos et même des femmes qui ressentent cette fatigue de genre disent qu'elles aussi elles peuvent pas vraiment en parler parce qu'elles seraient perçues comme des femmes qui seraient pas solidaires par exemple d'autres femmes ou qui seraient égoïstes, qui penseraient seulement à leur carrière. Et vous avez évoqué rapidement le sujet quand vous parlez d'éléments que vous avez observés. Vous avez observé comment en fait ces retours, cette fatigue, on va dire, de genre? Tout simplement en faisant des entretiens sur les sujets de diversité et d'égalité professionnelle dans les entreprises. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un double discours entre le discours qui est affiché par les managers devant leur patron ou lorsqu'ils ont un événement public, et puis ce qu'ils pouvaient me dire dans le secret de leur bureau à travers l'anonymat que je leur réservais en tant que chercheur. Et donc j'ai voulu creuser un peu ce double discours pour comprendre ce qu'il y avait derrière cette fatigue, et je me suis rendu compte qu'elle pouvait être visible de différentes manières. Ce qui est intéressant, c'est que certaines personnes vont rester loyales à leur entreprise, et donc même si ils en ont assez qu'on parle de ces sujets dans l'entreprise, par loyauté, ils vont agir lorsqu'on va leur demander d'agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple. À côté, il y a d'autres qui vont être plus passifs, c'est-à-dire qu'ils vont refuser de mettre en place des actions parce qu'ils vont penser que c'est pas le lieu de l'entreprise d'agir dans ce domaine-là où il y a plus d'actions vraiment importantes à faire parce qu'ils pensent que l'égalité existe aujourd'hui. Et puis il y a un troisième grand comportement que j'ai pu observer, c'est des résistances plus actives. Et donc c'est des personnes qui en fait vont se venger entre guillemets. Et donc ça peut être dans une étude que j'ai menée, des managers hommes qui, pour se venger de certaines pratiques qui visaient à augmenter le salaire des femmes pour réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, pour se venger, en fait, ils ont augmenté les bonus, donc les primes envers les hommes.
Donc finalement, d'un côté, l'entreprise avait l'impression de réussir parce que l'écart de salaire fixe entre les femmes et les hommes diminuait, mais de l'autre côté, les managers hommes avaient tendance à augmenter les bonus donnés aux hommes. Donc ce qui fait qu'au final, si on regardait la rémunération globale, donc le fixe plus le variable et les primes, les hommes étaient privilégiés. Donc on voit bien qu'il y a des formes de résistance active parce que ces hommes-là ne pouvaient pas exprimer leur désaccord par rapport à la politique d'égalité professionnelle par peur de passer pour des affreux machos. Ok, mais justement, cette résistance que vous évoquez, est-ce qu'elle témoigne pas d'une certaine misogynie ou d'un antiféminisme caché? Alors chez certaines personnes, effectivement, j'ai pu entendre des réflexions misogynes ou antiféministes, mais c'est pas la majorité. Faudrait pas faire l'erreur d'assimiler ou d'associer totalement la fatigue de genre avec l'antiféminisme ou la misogynie. Tout simplement parce qu'il y a aussi des femmes qui partagent cette fatigue de genre, qui en ont assez en fait que ce sujet soit prégnant dans l'entreprise, car elles ont peur des conséquences. Souvent, ce qu'elles disent, c'est que plus on parle de ce sujet dans l'entreprise, plus il y a un risque de soupçon. Si elles ont une promotion ou une augmentation salariale, on va leur dire, soit des femmes ou des hommes, vont leur dire, mais en fait, si tu as eu la promotion, c'est parce que tu es une femme et non pas parce que tu es compétente ou parce que tu es performante. Donc il y a cette impression aussi parfois chez les femmes qu'on en parle trop et que les entreprises instrumentalisent ce sujet pour leur image de marque. D'accord. Mais vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Vous expliquez que les différences entre les femmes et les hommes sont aujourd'hui plus subtiles, peut-être moins visibles, et que cette inégalité saute peut-être un peu moins aux yeux. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Tout simplement, aujourd'hui, les gens font attention à leur discours, à leur comportement. Donc, il y a plus, c'est assez rare d'avoir des actes purement misogynes. Par exemple, moi, j'ai étudié une D'accord. entreprise, j'ai retrouvé dans leurs archives, par exemple, une lettre écrite par le directeur du recrutement en 1976. Une femme avait envoyé sa candidature spontanée pour un poste de cadre et le directeur du recrutement lui a répondu, Mademoiselle, nous n'avons pas dans notre tradition d'embaucher des femmes sur des postes de cadre. Donc ça, c'est quelque chose qui serait impensable de le mettre par écrit aujourd'hui. Les inégalités, elles sont beaucoup plus subtiles. Elle se cache un peu dans les détails, elle se cache dans le fait que des stéréotypes perdurent. Par exemple, un stéréotype connu, c'est que quand on pense à des leaders dans notre tête, on pense avant tout à des hommes. Parfois, je fais l'exercice avec mes étudiants, je leur demande de me citer 10 leaders dans le monde économique ou politique, et 90% des gens qui vont me citer sont des hommes. Donc il y a encore ce réflexe qui fait que lorsque un DRH ou des dirigeants vont nommer des personnes à des postes à responsabilité, de façon un peu biaisée, ils vont avoir des images où ils vont penser à des hommes en priorité. Mais cette inégalité, elle est aussi mesurable dans les salaires. Effectivement, même si aujourd'hui, en fait, à travail égal, les différences de salaire sont assez faibles. D'après les chiffres de l'INSEE, en autour de 4%. Donc, c'est plus au niveau des promotions qu'il y a des différences qui sont fortes, au sens où c'est plus difficile pour les femmes d'atteindre des grosses promotions. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est plus difficile pour les femmes d'accéder aux postes les plus élevés. Et comment, dans ce cas-là, on peut expliquer qu'il y a à la fois cette inégalité, qui, même si elle est subtile, existe toujours, et à la fois une exaspération pour réussir à atteindre cette égalité-là? Je pense qu'un point clé, c'est le fait de taire ou les formes de discrimination positive qui existent aujourd'hui, au sens où beaucoup d'entreprises, pour des questions d'image ou tout simplement en fait pour respecter les lois, vont féminiser leur comité de direction, ou féminiser en fait des postes à responsabilité. Et donc sur certains postes, des hommes vont postuler, mais on va leur faire comprendre directement ou indirectement que le poste est réservé à une femme, par exemple. Ou alors ça va être quelque chose que j'entends souvent, c'est des petites formes d'inégalité qui vont toucher les hommes. Le grand classique, c'est des hommes qui vont me dire, moi je suis tout à fait pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, mais ce que je remarque, c'est lorsque il y a une urgence, lorsque il faut répondre à une proposition commerciale d'un client, il faut travailler le week-end, c'est systématiquement à un homme qu'on va demander de le faire et pas une femme, comme si l'équilibre vie pro vie perso des hommes n'était pas important et qu'on va plus respecter celui des femmes. Donc il y a l'impression que d'un deux poids deux mesures, que d'un côté on va chercher à l'égalité, mais que de l'autre côté, en fait, sur certains sujets, notamment sur le temps de travail, les hommes peuvent être lésés. Et le fait que ce sujet n'est pas abordé directement, et qu'il y a parfois une forme d'hypocrisie, ça crée en fait une sorte de frustration qui alimente cette fatigue de genre. C'est assez surprenant
comme argument, dans le sens où, comment j'imagine ça, c'est que c'est justement parce que les femmes s'occupent majoritairement des tâches ménagères qu'elles libèrent du temps aux hommes pour pouvoir se consacrer à leur carrière. Et, et d'un côté, ça va leur reprocher de ne pas pouvoir avoir du temps pour justement répondre aux urgences que vous venez d'évoquer. Donc, justement, en fait, les personnes qui font preuve d'exaspération, de fatigue de genre, que ce soit des hommes ou des femmes, en général, leur propos, c'est de dire que c'est pas l'entreprise de gérer ces sujets qui sont avant tout des inégalités sociétales par rapport à l'orientation à l'école, par rapport à la répartition des charges et des tâches au sein des couples. Donc pour eux, l'entreprise devrait être neutre. Certains pensent que l'entreprise ne devrait pas devenir woke, et donc pour eux, en fait, l'entreprise devrait se focaliser seulement sur les questions de performance et de compétences, et ne pas se soucier d'inégalités qui relèvent d'autres causes extérieures à celles de l'entreprise. Et comment justement on peut éviter d'opposer les femmes et les hommes en mettant en place en entreprise une politique d'égalité femmes-hommes? Justement, ce qui est important dans l'entreprise, c'est de ne pas présenter ce sujet comme un sujet uniquement pour les femmes et traité par des femmes. Les entreprises qui ont réussi à faire des choses intéressantes, souvent, en fait, elles ont eu des référents ou des ambassadeurs, peu importe le terme qu'on utilise, qui étaient à la fois des femmes et des hommes, pour montrer que ce sujet, il était porté par tout le monde et c'était l'affaire de tous. C'est important aussi que lorsqu'on aborde ces sujets, on aborde des sujets qui concernent à la fois les hommes et les femmes, comme par exemple, je pense à la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ça touche les femmes qui parfois vont s'auto-censurer parce que elles vont refuser un poste ou ne pas postuler par peur de pas réussir à joindre les deux bouts entre le travail et puis leur travail, la vie de famille. Mais aussi les hommes peuvent aussi être volontaires d'avoir un meilleur équilibre de vie. Et donc le fait d'aborder des sujets qui concernent aussi bien les femmes que les hommes, va permettre de montrer que ces sujets sont dans l'intérêt de tous et que finalement, en fait, c'est pas une politique qui va seulement favoriser les femmes, mais c'est une politique qui va favoriser tout le monde à travers un meilleur équilibre de vie et une meilleure qualité de vie au travail. Et dans votre observation, est-ce que vous avez pu justement observer des entreprises qui ont réussi à mettre en place cette politique d'égalité femmes-hommes, et qu'est-ce qui les distingue d'autres entreprises? Alors, ce qui les distingue en général, c'est quelques facteurs. Je vais vous donner l'exemple d'une entreprise que j'ai suivie dans le cadre de mon PhD, qui est une entreprise qui a réussi en quelques années à avoir des résultats vraiment intéressants pour réduire ou pouvoir briser le plafond de verre. Alors, les mots-clés de cette entreprise, c'était l'autonomie, l'incitation, l'exemplarité et puis le contrôle. L'autonomie, c'est tout simplement d'éviter une erreur classique qui est que on demande au manager du jour au lendemain de mettre en place tel ou tel dispositif pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et les managers qui sont déjà débordés, ils ont l'impression que c'est un sujet qui leur tombe sur la tête, qui vient de haut. Ils voient pas nécessairement toujours le sens que ça peut avoir, et donc ils le voient comme une contrainte et non pas comme une opportunité. Donc le fait de leur laisser de l'autonomie, c'est vraiment un levier fort de motivation des managers. Ça leur permet de leur laisser de la créativité, au sens où peut-être que les actions qui seront pertinentes pour le service A ne seront pas les mêmes actions qui seront pertinentes pour le service B. Donc le laisser de l'autonomie, c'est vraiment un facteur important pour les managers. En même temps, il faut aussi les inciter. S'il n'y a pas d'incitation, il y a de fortes chances que les managers aient d'autres chats à fouetter et qu'ils ne fassent pas de ce sujet de la diversité et de l'inclusion une de leurs priorités. Et donc là, dans cette entreprise, il y avait une prime, enfin en tout cas des éléments variables qui étaient donnés au cadre supérieur. Donc 10% de leur rémunération dépendait d'actions qu'ils devaient mettre en place sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment de l'autonomie, au sens où on leur disait, voilà, à la fin de l'année, tu devrais nous dire ce que tu as fait pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On te laisse beaucoup d'autonomie. Donc, c'est-à-dire que tu vas choisir les actions que tu vas mettre en place, mais à la fin de l'année, on va contrôler que tu aies fait des choses dans ce domaine-là. Donc, ce que faisait le directeur d'une filiale n'était pas nécessairement ce que allait faire la directrice d'une autre filiale. Donc, il y avait à la fois de l'incitation, de l'autonomie et puis du contrôle à la fin, ce que en anglais on appelle accountability. Donc, les gens devaient rendre des comptes sur ce qu'ils avaient fait. Et puis, le dernier point, c'était l'exemplarité. Les membres du comité de direction eux-mêmes étaient aussi évalués par rapport à ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc ils devaient aussi montrer l'exemplarité. Donc ça montrait qu'il y avait une vraie volonté de l'entreprise de travailler sur ces sujets. C'était pas seulement un peu un effet de mode ou juste une volonté d'améliorer l'image de l'entreprise. Il y avait une vraie volonté de la part des dirigeants, hommes et femmes, de faire de ce sujet un sujet important pour cette entreprise. Ok, très clair. J'aimerais conclure sur un petit peu la situation politique actuelle et
on va dire, le gouvernement Trump qui remet un petit peu en question toutes ces pratiques-là et toutes ces intentions-là. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez voir à votre échelle les conséquences que cela peut avoir dans les entreprises, aussi bien peut-être en Amérique du Nord qu'en France? En fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de contestation par rapport au fait de mettre fin à ces politiques de diversité et d'inclusion. Et donc justement, en fait, Trump, il surfe un peu sur cette fatigue de genre qui est peu exprimée haut et fort, en tout cas pas toujours dans l'entreprise. Et donc finalement, il a pu s'appuyer sur cette fatigue de genre pour faire passer des mesures sans qu'il y ait de grands mouvements de contestation dans ces entreprises. Si on revient plus à la situation de la France ou de l'Europe, aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu partagées. L'idée principale, c'est de ne pas arrêter de faire ces politiques parce que elles perdraient un peu de crédibilité en interne, mais aussi en externe. Et donc, il y a différentes stratégies qu'on peut observer. Certaines sont en mode business as usual, donc elles font pareil, elles ne changent pas leurs pratiques, elles ne changent pas leur communication sur ce sujet. D'autres vont se dire, on a des liens avec les États-Unis, donc on va peut-être un peu moins communiquer sur ce sujet, mais on va faire autant. Donc c'est juste, on va faire pareil, mais sans trop le dire, pour pas risquer en fait de froisser en fait leurs interlocuteurs en fait en Amérique du Nord. Et puis il y en a d'autres qui au contraire peuvent se dire, c'est un moyen de me démarquer, d'afficher mes valeurs encore plus fort qu'auparavant, pour montrer que nous en fait ces valeurs c'est des vraies valeurs et c'est pas comme certaines entreprises de la tech américaines qui ont changé de cheval un peu du jour au lendemain et qui ont pu être déstabilisantes du point de vue extérieur, parce que certains dirigeants qui disaient qu'ils étaient très attachés à la diversité, à l'égalité entre les femmes et les hommes, ont pu en quelques jours changer d'avis pour suivre un peu le mouvement politique. C'est très clair, merci. Merci Denis. Merci. C'est ainsi que se termine notre épisode consacré à la fatigue de genre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.